Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission qui est ce soir entièrement dédiée à l'actualité voile. Nous allons parler de la route du Rhum qui s'élancera dans 3 jours depuis les côtes bretonnes. L'occasion aussi de faire un point sur la Golden Globe Race qui en est aujourd'hui à son 60e jour de course. Et puis comme tous les jeudis, nous évoquerons les événements à l'agenda sportif du week-end. Voilà pour le programme, vous savez tout, mais avant cela, laissez-moi vous présenter ceux qui m'accompagneront pendant cette émission. Et on va commencer avec Fabrice Guyon, chroniqueur voile. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Et en face de vous, nous avons le plaisir d'accueillir Lionel Régnier, skipper. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Alors on va parler de l'actualité de votre course que vous préparez, l'Ocean Globe Race. Mais avant cela, je vous le disais en ouverture, dimanche à 13h02 très précisément, c'est le départ de la 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe, la 12e édition de la reine des courses transatlantiques en solitaire. Fabrice, un départ depuis Saint-Malo avec un record de participants pour cette édition. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, une 12e édition de cette route du Rhum qui partira dimanche 13h02 de Saint-Malo à destination de Pointe-à-Pitre. Un parcours relativement simple que Lionel connaît très bien, on en reparlera tout à l'heure. Une année effectivement des records, mais j'ai envie de dire, comme chaque année pour la route du Rhum, la reine des courses transatlantiques, mais aussi comme ça démontre la bonne santé globalement de la course au large. Et justement, Lionel, toi, ça t'inspire quoi là, cette route du Rhum, cet élan? 138 bateaux sur le départ, tu me disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est impressionnant. 138 bateaux, oui, je suis assez impressionné. Pour en avoir fait 2, j'en aurais bien fait une petite 3e, hein, ça m'a démangé, je vous le cache pas. 138 bateaux, oui, c'est énorme, quoi. Je sais même pas comment ils font là-bas dans le bassin pour les enquiller les uns dans les autres, et le passage de l'écluse du Sas va être long, oui, ça c'est sûr. Les bateaux commencent à sortir dès vendredi. Hein, ouais. Et justement, toi, comment tu... mince, pardon. J'ai mangé ma question. Ah non, j'ai mangé ma question. Comment peut-être est-ce que tu vois cette course qui va partir, tu parlais d'une 3e édition que tu aurais aimé faire. Il y a eu 2006, il y a eu 2014. C'est des beaux souvenirs aussi peut-être. Ah oui, ils sont d'excellents souvenirs. Une route du Rhum, on en a tous rêvé. Moi, c'est à cause de ça que j'ai fait du bateau. Hein. C'est à cause de Mike Birch, paix à son âme, et de Michel, qui était le parrain de mon premier classe 40 hein, et qui m'attendait à l'arrivée de ma première route du Rhum. Donc oui, c'est une course magnifique, bien particulière parce qu'elle date de 78. On parlait bien de Mike Birch et Michel Malinowski, 98 secondes à l'arrivée en 78. J'ai retrouvé ma question, c'est vraiment justement l'essor de cette course. Qu'est-ce qui fait que ça marche, la route du Rhum? Elle est relativement courte, plus ça va, plus elle est courte, hein, puisque plus les bateaux vont vite. Elle a une histoire, elle est pas hyper compliqué à préparer en fait parce que ça part de France, ça arrive en France, donc c'est pour ce qui fait avec un budget à peu près simple dans les catégories amateurs, on peut arriver à la faire, ce qui est pas toujours le cas de certaines courses, quoi. Et parce que celle-ci elle est aussi ouverte aux amateurs, c'est certainement aussi un levier pour la réussite. Oui, il y a deux classes d'amateurs, en Rhum multi et en Rhum mono. C'est ce qui fait son succès, oui. Ouais. Alors toi, quand tu la courais, dans ta préparation, qu'est-ce que tu préparais au maximum? Parce que tu l'as dit, c'est une course relativement courte. Comment tu la préparais, cette course-là? C'est une course qui est... Comme toutes les courses, il faut rien casser, parce que quand c'est court, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut pas avoir à réparer, il faut surtout sortir du trou à ras, quoi, parce que Saint-Malo, c'est dans le trou, mois de novembre, pour sortir de là, c'est pas toujours facile. Entre la pointe de Groin et le Cap Fréhel, hein, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Et puis il faut sortir de la Manche, il faut dégolfer à une époque où c'est pas facile, quoi, hein. Et donc une fois qu'on a fait ça, après ça glisse, mais il faut atteindre le toboggan pour arriver à l'arrivée. Puis la fin est toujours un peu aussi un peu rigolote avec ce tour de l'île qui est quand même le casse-tête de tous les coureurs, la route du Rhum. Qui a valu qui met un peu de piment à la fin. Ouais. Quelques épisodes épiques, effectivement. Alors si on reprend le plateau assez rapidement, moi il y a surtout une classe qui m'intéresse beaucoup, c'est la classe 40. 55 classe 40, et toi c'est une classe que tu connais bien, tu as couru ta dernière route du Rhum en classe 40 et tu as été aussi à l'origine de ma première route du Rhum en classe 40 aussi, où nous étions la première année des classes 40, on était 25. Ouais.
Là, c'est 55 Là, bateaux. c'est 55, ça en fait 32 plus. Ouais. Qu'est-ce qui fait la réussite de cette classe? Qu'est-ce qui fait la réussite de cette classe? C'est qu'elle est entre deux. Elle est entre le Mini et entre l'IMOCA. Donc, entre des budgets tous les budgets commencent à grimper, mais enfin, les budgets IMOCA, c'est 4 millions un bateau. Donc forcément, celle-ci fait son trou, même si les budgets ont aussi, les prix des bateaux ont augmenté. Hein. Mon premier classe 40, c'était 250 000, je crois. Et là, à moins de 700 000, on n'a pas un classe 40 qui est performant. Hein. Donc, mais ça reste une classe forte, ça reste des bateaux, je dirais, très techniques maintenant. Avant, c'est le début de la classe, il fallait que les bateaux, on puisse faire de la croisière avec. Maintenant, je défie qui que ce soit d'aller faire de la croisière avec un classe 40. Ouais, d'accord. En tout cas, on l'a dit, cette route du Rhum va s'élancer dimanche de Saint-Malo, mais il y a une autre course qui est actuellement en train de se dérouler. On est à son 60e jour, c'est la Golden Globe Race. Rappelez-vous, on a quelques images du départ des Sables d'Olonne qui a eu lieu le 4 septembre dernier. Alors, ils étaient 16 à s'élancer, ils sont encore 13 en lice dans cette course qui, on le rappelle, s'effectue sans escale ni assistance ou matériel électronique. Peut-être, Fabrice, vous pouvez nous dire, faire un petit point sur cette course? Où est-ce qu'on en est? Ouais, la Golden Globe Race, c'est aussi le retour aux origines. Le retour à la Sunday Times Golden Globe de 1968. Tous les grands navigateurs, l'ancêtre du Vendée Globe, et tous les gens qui aiment la mer ont lu La longue route de Bernard Moitessier, hein, cette histoire là aussi épique dans cette course. Le souhait d'un aventurier australien, Don McIntyre, qui s'est dit il y a quelques années, si on recrée cette Golden Globe, donc avec des bateaux anciens, sans électronique de navigation, au sextant, à l'ancienne. Il y a eu une première édition en 2018 qui a vu la victoire de Jean-Luc Van Den Heede. Alors, là aussi, Lionel, tu souhaitais prendre le départ de cette course. Malheureusement, tu as dû abandonner avant le départ. Mais tu as accompagné Jean-Luc, qui a gagné en 212 jours. Je l'ai faite par procuration en accompagnant Jean-Luc. Oui. Ouais. Et donc là, effectivement, on est au 60e jour de course. On le voit sur la cartographie. Les premiers navigateurs qui arrivent au niveau de l'Afrique du Sud, du Cap de Bonne-Espérance. 3 abandons, comme on l'a dit, de gros écarts. Deux Français qui concourent sur cette Golden Globe. Il y a Damien Guillou sur PRB qui est actuellement en 6e position. Et puis Arnaud Guest qui a fait toute sa préparation au Sable d'Olonne, qui est 12e actuellement. Et des arrivées qui seront sûrement prévues, on l'a dit, fin avril, début mai. Oui, courant avril, tout du moins, au plus tôt, pour cette Golden Globe. Très bien, bon voilà, le point sur la GGR est fait. On va ouvrir le cahier de l'agenda des sports de ce week-end pour vous parler de tous les rendez-vous sur les terrains vendéens. Et on va commencer avec du rugby. On va parler du FC Lyonnais et du RC Sablé, nos deux clubs dans ce championnat de Fédéral 3. Le RC Sablé reçoit Choret. De son côté, le FCY accueille Saint-Sébastien-sur-Loire. Les 2 matchs à suivre dimanche après-midi. En football, après leur belle victoire le week-end dernier face au LOSC, les filles de La Roche-ESO se déplacent à Paris 14 dimanche. C'est la 8e journée de division 2 féminine. Une rencontre importante en vue du maintien face à un concurrent direct. Chez les garçons en National 2, les Herbiers, 6e du championnat, iront sur la pelouse d'Andrézieux pour le compte de la 9e journée. Les Rouges et Noirs, qualifiés le week-end dernier pour le 8e tour de la Coupe de France, vont tenter de poursuivre leur série de 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. En National 3, 7 fois place à la 6e journée ce week-end pour nos équipes vendéennes. 5 matchs au programme, coup d'envoi des 5 rencontres samedi à 18h. Le leader Fontenay ira affronter la réserve du stade Lavallois. La Roche VF, co-leader, reçoit Saint-Nazaire et puis derby à suivre, notamment entre Pouzauges et Chaland. Un mot de basket à présent. Après sa défaite en ouverture face à Bourges, le RVBC se déplacera à Saint-Amand dimanche après-midi pour la 2e journée de la Ligue féminine de basket. L'occasion de vous rappeler que les Tigresses disputent aussi ce soir à 19h30 leur 2e match d'Eurocup face aux London Lions. En National 3 masculine, ça va se jouer sur les parquets vendéens ce week-end. Samedi soir 20h, vous aurez l'embarras du choix. Les Sables La Roche reçoivent Rezé. Chaland-Riévy accueille les Morbiennais d'Hennebont. Salertaine joue face à Cherbourg. Chambretot reçoit la Ville aux Dames. Et de son côté, c'est la seule rencontre à l'extérieur. Saint-Georges-Montaigu ira jouer à Équeurdreville pour la 8e journée. Et puis dernier rendez-vous de basket pour cette première partie, dimanche après-midi. 7e journée de National 3 féminine. Les Herbiers joueront contre Chantonnay. Le Smash, lui, reçoit la Couronne. Riévy ira affronter Limoges.
On revient sur la voile à présent. Lionel Régnier, on va parler un peu plus en détail de votre actualité. Vous êtes actuellement en préparation d'une autre course. Alors, ce n'est pas la Golden Globe Race, mais c'est l'Ocean Globe Race. Elle ressemble beaucoup à la première, sauf que celle-ci s'effectue en équipage. Et avant de parler bien de votre équipe, de cette préparation, on peut peut-être faire un point sur cette course, le parcours de manière générale, Fabrice. Alors effectivement, on a parlé de la Golden Globe Race, comme l'a dit Lionel, l'origine du Vendée Globe. Mais là, le parcours, c'est le même. On part autour du monde, mais par contre, on part autour du monde avec des escales. Là, c'est vraiment la réédition des premières Whitbread. La Whitbread qui a vu sa naissance en 1973, dans les années 70, où la France... Voilà. Où vraiment, l'ancêtre, cette Whitbread qui est devenue la Volvo Ocean Race, qui aujourd'hui s'appelle l'Ocean Race, eh bien, ce même navigateur aventurier australien, Don McIntyre, s'est dit, bon, après tout, on a refait la Golden Globe en solitaire autour du monde sans escale, c'est la GGR, eh bien, on va refaire la Whitbread en équipage avec des escales. C'est l'Ocean Globe Race qui partira en plus en 2023 pour les 50 ans de la première Whitbread. Comment t'es venu cette idée folle de se dire allez tiens si on partait sur cette Whitbread parce que on est parti sur un tour du monde que du coup j'ai pas fait sur la GGR, et il me restait ça à faire quand même, faire un tour du monde, et celle-ci est arrivée, et celle-ci demande un petit peu moins. Enfin, c'est ce que je pensais au départ, un petit peu moins de sacrifice que la GGR, où là, tu es parti quasi 7 mois sans rien. Et pour être dans ces conditions-là, il faut que tout soit clair à terre. C'est-à-dire famille, boulot, il ne faut rien laisser. Quand on part en mer, il ne faut pas laisser il faut rien laisser qui traîne, parce que quand on revient, en général, ça fait un pot de pu. Donc il faut que tout soit réglé avant de partir. Sur celle-ci, on part un peu moins longtemps, en fait. On part 5 semaines, 6 semaines, avec après 3 semaines d'escale pour remettre le bateau en état, régler les problèmes s'il y en a à régler, et ainsi de suite. Donc c'est déjà plus accessible. Et puis elle avait un autre côté qui est un côté équipe. On va la voir, votre équipe d'ailleurs. Qui change de la course en solitaire. En course en solitaire, il faut aussi une équipe. Mais là, il faut qu'elle soit encore plus grosse, et du coup, on navigue aussi en équipe puisqu'on est en équipage. Donc, c'est vraiment un vrai projet d'équipe. C'est ça qu'on a trouvé intéressant. Et du coup, quand j'ai dit aux copains, si on faisait ça, forcément, une petite équipe s'est formée assez rapidement, et c'est parti. Donc, on n'est pas actuellement sur le sujet. Ça va faire bientôt 3 ans qu'on prépare le sujet, en fait, et on part dans moins d'1 an. Donc comme dans tout tour du monde, en fait, il faut quasi 4 ans pour les préparer. Alors, un projet d'équipe qui tourne aussi autour du nom, l'esprit d'équipe, ce bateau. Alors, parle-nous de ce bateau, et parle-nous aussi rapidement des conditions d'achat et de retour de ce bateau que tu es allé chercher assez loin quand même. Ce bateau, c'est celui qu'on cherchait, parce que ce bateau, par rapport aux conditions des bateaux autorisés dans cette course, celui-ci avait un intérêt. D'abord, il était bien français. 2, il peut gagner. Donc il fallait qu'on le retrouve, qu'il soit à vendre, ce qui n'était pas le cas au début, qu'on arrive à ce qu'il soit à vendre, et après il a fallu aller le chercher, effectivement, au fin fond du Chili. Parce que ce bateau, il a remporté la Whitbread en 1985. C'est un monocoque de légende, on peut le dire. Oui, c'est un bateau de légende. C'est un bateau qui s'est présenté sur la ligne de la Whitbread en 81, la première fois, mais il a dématé parce qu'il n'était pas prêt à la deuxième étape. Et on a le droit de prendre des bateaux qui ont pris le départ d'une des 3 premières. Donc 81, c'est la 3e. Donc celui-ci était donc autorisé. Et il gagne celle d'après en 85-86 avec Lionel Béant. Il fait 1, 2, 1. Et il gagne donc au général et quasiment 3 étapes sur 4. Et il a regagné en 89 sous le nom de l'Esprit de Liberté avec Patrick Tabarly, qui est venu à bord il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans la classe des petits, puisqu'elle est en 89. Les bateaux étaient partis dans des dimensions assez grandioses. Et il restait encore une classe des petits où était celui-ci, où ils étaient 4-5 bateaux avec Maiden et La Poste et compagnie. Et il a changé un petit peu ce bateau. Il y a eu pas mal de travaux. On a quelques images aussi de ces réajustements que vous avez pu effectuer, notamment dans la coque et puis à l'extérieur. Vous pouvez peut-être nous raconter cette évolution dans ce monocoque. Il a changé. Alors, il est plutôt revenu. On a essayé de le faire revenir le plus près possible de son origine, puisque de lui redonner une vie de bateau de course,
puisqu'il était parti faire du charter en Antarctique. Et donc c'est aussi l'intérêt de ces courses-là, c'est qu'on peut remettre ces anciens bateaux à revenir faire ce pourquoi ils ont été faits, conçus et construits. Donc du coup, ça permet aussi de les réhabiliter, de faire un projet qui est quand même un peu éco-responsable, puisque ce bateau a 42 ans et qui va repartir pour une nouvelle vie, quoi. Du charter en Antarctique à la préparation de ce bateau en Vendée, tout ce qu'on voyage, qu'est-ce que tu as appris sur ce qu'on voyage sur ce bateau-là? Parce qu'il a été long, ce convoyage. Il a été long, oui, 52 jours de mer, parce qu'on ne pouvait pas appuyer trop sur l'accélérateur. D'abord, on ne connaissait pas trop ce bateau, et en plus, il n'était pas dans un état... Mais bon, on n'avait pas trop le choix, il fallait partir de là-bas, il fallait le ramener de toute façon, coûte que coûte. Donc on l'a ramené gentiment, mais sûrement. Il nous a ramené pendant que tout le monde était confiné ici. Nous, on était confinés au milieu de l'Atlantique avec les baleines, c'était pas si mal. On voit quelques images de la Dream Cup qui a eu lieu en juillet. C'est une course qui vous a aussi permis peut-être de le prendre un peu plus en main et puis de se mettre, on va dire, en accord avec tout l'équipage à bord. Les manœuvres. Ça a permis de tester notre chantier, puisque l'équipe a fait un gros chantier avec quasiment que des bénévoles. Là, on est tous amateurs et bénévoles, donc de voir si ce qu'on avait fait fonctionnait, si ce qu'il fallait améliorer, ce qu'il fallait continuer à faire, et puis se mettre dans des conditions de course pour que tout le monde apprenne aussi à courir, puisque on n'est pas un équipage de coureurs, de compétiteurs certes, mais pas encore de coureurs au large. Il faut fabriquer tout ça tranquillement, quoi. Et alors cette Ocean Globe Race, on connaît les étapes. Cape Town, Auckland, Punta del Este. Et la question qui fâche, c'est le port de départ, le port d'arrivée. On sait que ce sera en Europe. On sait que ce sera le même, le départ et l'arrivée. On sait que ce sera le même. On sait qu'il sera en Europe, mais on ne sait toujours pas où. Ce qui nous pose un réel problème pour trouver nos budgets. Ouais. Parce que essayer d'aller vendre à un partenaire une course, on est à maintenant 10 mois du départ. Monsieur, on a une très jolie course, on fait tout ce qu'on peut pour la gagner, par contre on ne sait pas d'où ça part. C'est d'ailleurs, je pense, en grande partie pour ça que nous, on est un peu bloqués dans notre budget, qu'on est dans une phase un peu compliquée, parce que c'est pas facile de faire venir... Mais bon, alors nous, on y croit, on sait que ça va partir, de toute façon. Maintenant, le cercle se resserre, ça va être la France ou le Portugal ou l'Espagne peut-être, mais c'est pas loin, donc... mais on attend, on ne devrait pas tarder à savoir... On espère que ça sera ce mois-ci. En tout cas, on ne manquera pas de communiquer ce port de départ et d'arrivée, évidemment. Et on va ouvrir la deuxième partie de notre cahier sport du week-end avec 2 rendez-vous de handball à vous communiquer. En National 3 masculine, d'abord le slam 10e sur 12 au classement accueille Rezé à la salle Omnisport pour le compte de la 6e journée. Le second rendez-vous de hand, c'est aussi la 6e journée pour les herbiers dans le championnat de National 3 féminine. Déplacement prévu à Évron samedi soir. Les herbiers sont actuellement lanterne rouge. En volley, une rencontre à domicile à vous communiquer, celle des Landes Génusson qui affrontent samedi soir à la salle Océane la 3e équipe de Nantes. Les Vendéennes tenteront de décrocher un premier résultat positif lors de cette 5e journée de N3F. Et puis leurs homologues masculins du Montaigu en Boufféré en National 3 iront eux du côté de Puy-Gouzon-Castelnau de Lévis, 5e journée. Et comme pour les filles, l'objectif est d'aller glaner une première victoire en championnat. Et puis avant-dernier rendez-vous du week-end, du cyclo-cross en Vendée, ça se passera dimanche à la Garnache avec des premières courses lancées dès 10h dimanche matin. Et puis pour les amateurs de course à pied, dernier rendez-vous du week-end, vous avez rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez samedi pour le Red Light Vendée Trail. Vous aurez le choix entre 6 formats de course. On arrive déjà à la fin de cette émission, on aurait aimé en dire beaucoup plus, mais on aura l'occasion la semaine prochaine de reparler voile. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 85 chrono. Fabrice Guillon, Lionel Régnier, en tout cas, on se reverra au moins en septembre 2023 pour aborder ce départ de la course. On vous souhaite une très bonne continuation avec l'esprit d'équipe, une bonne fin de préparation, surtout. Numéro 85. Et numéro 85 d'ailleurs, on ne manquera pas de le suivre. Merci à vous de nous avoir suivis. À partir de lundi, vous aurez rendez-vous avec Aurélien Huard qui est ici en plateau habituellement. D'ici là, très bonne soirée à tous sur TV Vendée.